have to make it rain on you. I don't need tattoos and I don't need your jewels. I don't really care what's around your neck. I'm just trying to mess with your head. I am not the one, I know I'm not the one for you. You are not the only one, don't trust me like you do. Treat me like a dream, just know that I'll make it true. It'll all be over soon. Now I need you to be careful how you hold me. I'm a weapon, you can own me. Oh, I'm a weapon, you gon' get shot down. Every time you try me, you get shot down. Watch how you hold me, I'm a weapon. I don't believe in coincidence. You came here to see me, you were so obsessed. Now I got you thinking you gon' see the rest. But I'm just trying to fuck with your head. I am not the one, I know I'm not the one for you. You are not the only one, don't trust me like you do. Treat me like a dream, just know that I'll make it true. It'll all be over soon. Now I need you to be careful how you hold me. I'm a weapon, you can own me. Oh, I'm a weapon, you gon' get shot down. Every time you try me, you get shot down. Watch how you hold me, I'm a weapon. Oh, I'm a weapon, yeah. Don't play with me, don't play with me, I'm a weapon. Now I need you to be careful how you hold me. I'm a weapon, you can own me. Oh, I'm a weapon, you gon' get shot down. Every time you try me, you get shot down. Watch how you hold me, I'm a weapon. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, profitez de jusqu'à moins 40% sur nos cuisines. Et en plus, on vous offre un réfrigérateur américain iSense d'une valeur de 699,99 € des 5 000 € d'achat pour une cuisine. Conforama, du 8 janvier au 10 février, conditions sur conforama.fr. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer, apprendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Got you, 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 baby, t'as le rythme dans la peau, ton sourire ajoute ce qu'il faut, franchement c'est trop. Y'a des hommes à terre sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail et de Panama Becao. T'as les katas qu'amènent au chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama Becao. T'as les katas qu'amènent au chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser.
got you, baby, got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Yeah. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Yeah. Baby, I got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Alarme incendie au lycée Nelson Mandela à Poitiers le 9 janvier 2020. L'alarme incendie le 9 janvier 2020. Sonnerie de récréation. Il est 17h38.
L'alarme est éteinte. C'était l'alarme incendie du lycée Nelson Mandela de Poitiers le 9 janvier 2020. Il est 17h40. Vous écoutez Nuit des Étoiles Radio sur le 92.6 FM. Profitez encore de remises exceptionnelles. Jusqu'à moins 80% dans les rayons literie, canapé, gros électroménager, télé. Vite, plus que quelques jours. Conforama. Date des soldes selon décret. Conditions sur conforama.fr. Je bosse, toi tu n'es pas de taille. Guette un peu le son, vas-y tweet. Si t'as peur du vide, dégage boy, laisse-nous faire la zik. Je bosse, toi tu n'es pas de taille. Guette un peu le son, vas-y tweet. Si t'as peur du vide, dégage boy, laisse-nous faire la zik. Dis-moi si elle est grande, je sais plus sur qui compter. Marre de vagabonder, ah, pas y'a bonne. Me guiwala, me guiwala, me guiwala, me guiwala, me guiwala, me guiwala. Ça marche pour toi. T'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche pour toi. Je vous présente Paris, ma ville. Ça marche
Dadju Megi maintenant t'en veux encore. Aussi convaincu que cette putain de boîte à Pandore. Si ça marche pour toi, t'auras qu'à dire bah c'est la vie. ça marche pour toi, Je vous présente Paris ma ville. ça marche pour toi. Entre les deux c'est les Vélis. Y'a grave le choix. La vie est trop courte pour pouvoir profiter des bons moments. Si ça marche pour toi, ça marche pour ta. T'inquiète, on s'arrange. La vie est trop courte pour pouvoir profiter des bons moments. Si ça marche pour toi, cousin, c'est que ça marche pour ta. Négo c'est pas parce que j'ai pas de crête que je suis old fashion. Jordan, j'vole ma gueule comme Michael. D'autre part je suis orgasmique, hors d'atteinte. Oh ta gueule, je me tape des barres quand t'as le seum. J'porte pas plainte si je me fais fumer en tête. J'marche serein, j'ai de la lèvre dans la tête. J'kiffe quand un bord m'accueille. J'porte mes yeux, Shinsekai Watibe Nevim Zulu dans ta gueule. Ça marche pour toi, T'auras qu'à dire bah c'est la vie. ça marche pour toi, Je vous présente Paris ma ville. ça marche pour toi. Entre les deux c'est les Vélis. Y'a grave le choix. Certains m'appellent le fléau, ou Mugiwara Neo. Mon son provoque la fonce des. Je côtoie des gens blindés, boss de la new generation. Je fais des sons comme personne, do, ré, mi, fa, sol. Foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Je dis foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Je dis foutez-moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête. Si ça marche pour toi, T'auras qu'à dire bah c'est la vie. ça marche pour toi, Je vous présente Paris ma ville. ça marche pour toi. Entre les deux c'est les Vélis. Y'a grave le choix. Si ça marche pour toi, T'auras qu'à dire bah c'est la vie. ça marche pour toi, Je vous présente Paris ma ville. ça marche pour toi. Entre les deux c'est les Vélis. Y'a grave le choix. Conforama, le confort pour tous. Après les cadeaux de Noël, c'est l'avalanche de bons plans chez Conforama. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur. En ce moment, vous avez jusqu'à moins 200 € sur une sélection d'électroménager, lavage et froid. Bon, finalement, on s'y fait bien à l'hiver. Rendez-vous en rayon pour en profiter. Conforama, le confort pour tous. Offre valable du 15 janvier au 11 février 2019. Voir conditions auprès de nos vendeurs conseils. La radio de la nuit est disponible sur YouTube. Les vidéos des pubs radio et de la radio de la nuit sont à retrouver seulement sur la chaîne de WRN Radio, la chaîne YouTube de la radio de la nuit. Abonnez-vous à WRN Radio sur YouTube. Do you remember my name? Do you remember the time? Do you remember my face and my broken name? I tried to save it and got to save my soul. I lost you, homie. Burn the rest of my bones, 'cause you only know this man is down.
remember his name? Do you remember the time? Do you remember his face and his broken name? I tried to save it and got to save my soul. I lost you, homie, burned the rest of my bones. 'Cause you only know this man is down, deep down in my heart. I feel the freeze of the dead. I know he's dead. I know he's dead. For the last time I cried, the death of my star. I know you drive me all alone. Do you remember my name? Do you remember the time? Do you remember his face and his broken name? I will try to save it and got to save my soul. I lost you, homie, burned the rest of my bones. 'Cause you're all I know. Dernier épisode de la saison 1 des Nuits de Léa, épisode 6. Cependant, la voix publique avait fait connaître à l'archidiacre de quelle manière miraculeuse l'Égyptienne avait été sauvée. Quand il apprit cela, il ne sut ce qu'il en éprouvait. Il s'était arrangé de la mort de la Esmeralda. De cette façon, il était tranquille. Il avait touché le fond de la douleur possible. Le cœur humain, dont Claude avait médité sur ces matières, ne peut contenir qu'une certaine quantité de désespoir. Quand l'éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire entrer une larme de plus. Or, la Esmeralda morte, l'éponge était imbibée. Tout était dit pour Don Claude sur cette terre. Mais la sentir vivante, et Phébus aussi, c'étaient les tortures qui recommençaient, les secousses, les alternatives, la vie. Et Claude était las de tout cela. Quand il sut cette nouvelle, il s'enferma dans sa cellule du cloître. Il ne parut ni aux conférences capitulaires, ni aux offices. Il ferma sa porte à tous, même à l'évêque. Il resta muré de cette sorte plusieurs semaines. On le crut malade. Il l'était en effet. Que faisait-il ainsi enfermé? Sous quelle pensée l'infortuné se débattait-il? Livrait-il une dernière lutte à sa redoutable passion? Combinait-il un dernier plan de mort pour elle et de perdition pour lui? Son Jean, son frère chéri, son homme gâté, vint une fois à sa porte, frappa, jura, supplia, se nomma 10 fois. Claude n'ouvrit pas. Il passait des journées entières, la face collée aux vitres de sa fenêtre. De cette fenêtre, située dans le cloître, il voyait la logette de la Esmeralda et la voyait souvent elle-même avec sa chèvre, quelquefois avec Quasimodo. Il remarquait les petits soins du vilain sourd, ses obéissances, ses façons délicates et soumises avec l'Égyptienne. Il se rappelait, car il avait bonne mémoire, lui, et la mémoire est la tourmenteuse des jaloux, il se rappelait le regard singulier du sonneur sur la danseuse un certain soir. Il se demandait quel motif avait pu pousser Quasimodo à la sauver. Il fut témoin de 1000 petites scènes entre la bohémienne et le sourd dont la pantomime, vue de loin et commentée par sa passion, lui parut fort tendre. Il se défiait de la singularité des femmes, alors il sentit confusément s'éveiller en lui une jalousie à laquelle il ne se fût jamais entendu, une jalousie qui le faisait rougir de honte et d'indignation. Passe encore pour le capitaine, mais celui-ci, cette pensée le bouleversait.
Ces nuits étaient affreuses. Depuis qu'il savait l'Égyptienne vivante, les froides idées de spectres et de tombes qui l'avaient obsédé un jour entier s'étaient évanouies, et la chair revenait l'aiguillonner. Il se tordait sur son lit de sentir la brune jeune fille si près de lui. Chaque nuit, son imagination délirante lui représentait la Esmeralda dans toutes les attitudes qui avaient le plus fait bouillir ses veines. Il la voyait étendue sur le capitaine poignardé, les yeux fermés, sa belle gorge nue couverte du sang de Phébus, à ce moment de délice où l'archidiacre avait imprimé sur ses lèvres pâles ce baiser dont la malheureuse, quoique à demi morte, avait senti la brûlure. Il la revoyait déshabillée par les mains sauvages des tortionnaires, laissant mettre à nu et emboîter dans le brodequin aux vis de fer son petit pied, sa jambe fine et ronde, son genou souple et blanc. Il revoyait encore ce genou d'ivoire resté seul en dehors de l'horrible appareil de torterue. Il se figurait enfin la jeune fille en chemise, la corde au cou, épaules nues, pieds nus, presque nus, comme il l'avait vu le dernier jour. Ces images de volupté faisaient crisper ses poings et courir un frisson de long de ses vertèbres. Une nuit, entre autres, elles échauffèrent si cruellement dans ses artères son sang de vierge et de prêtre qu'il mordit son oreiller, sauta hors de son lit, jeta un surplis sur sa chemise et sortit de sa cellule, sa lampe à la main, à demi nu, effaré, l'œil en feu. Il savait où trouver la clé de la porte rouge qui communiquait du cloître à l'église, et il avait toujours sur lui, comme on sait, une clé de l'escalier des tours. Cette nuit-là, la Esmeralda s'était endormie dans sa logette, pleine d'oubli, d'espérance et de douces pensées. Elle dormait depuis quelque temps, rêvant, comme toujours, de Phébus lorsqu'il lui sembla entendre du bruit autour d'elle. Elle avait un sommeil léger et inquiet, un sommeil d'oiseau. Un rien la réveillait. Elle ouvrit les yeux. La nuit était très noire. Cependant, elle vit à sa lucarne une figure qui la regardait. Il y avait une lampe qui éclairait cette apparition. Au moment où elle se vit aperçue de la Esmeralda, cette figure souffla la lampe. Néanmoins, la jeune fille avait eu le temps de l'entrevoir. Ses paupières se refermèrent de terreur. « Oh !» dit-elle d'une voix éteinte. « Le prêtre !» Tout son malheur passé lui revint comme dans un éclair. Elle retomba sur son lit, glacée. Un moment après, elle sentit le long de son corps un contact qui la fit tellement frémir qu'elle se dressa éveillée et furieuse sur son séant. Le prêtre venait de se glisser près d'elle. Il l'entourait de ses deux bras. Elle voulut crier et ne put. « Va-t'en, monstre! Va-t'en, assassin !» dit-elle d'une voix tremblante et basse à force de colère et d'épouvante. « Grâce! Grâce !» murmura le prêtre en lui imprimant ses lèvres sur les épaules. Elle lui prit sa tête chauve à deux mains par son reste de cheveux et s'efforça d'éloigner ses baisers comme si c'eût été des morsures. « Grâce !» répétait l'infortuné. « Si tu savais ce que c'est que mon amour pour toi, c'est du feu, du plomb fondu, 1000 couteaux dans mon cœur. » Et il arrêta ses deux bras avec une force surhumaine, éperdue. « Lâche-moi, lui dit-elle, ou je te crache au visage. » Il la lâcha. « Avilis-moi, frappe-moi, sois méchante, fais ce que tu voudras, mais grâce, aime-moi. » Alors elle le frappa avec une fureur d'enfant. Elle raidissait ses belles mains pour lui meurtrir la face. « Va-t'en, démon. Aime-moi, pitié. » criait le pauvre prêtre en se roulant sur elle et en répondant à ses coups par des caresses. Tout à coup, elle le sentit plus fort qu'elle. « Il faut en finir, » dit-il en grassant des dents. Elle est subjuguée, palpitante, brisée entre ses bras à sa discrétion. Elle sentait une main lascive s'égarer sur elle. Elle fit un dernier effort et se mit à crier. « Au secours! À moi! Un vampire! Un vampire !» Rien ne venait. Djali seul était éveillé et bêlait avec angoisse. « Tais-toi !» disait le prêtre haletant. Tout à coup, en se débattant, en rampant sur le sol, la main de l'Égyptienne rencontra quelque chose de froid et de métallique. C'était le sifflet de Quasimodo. Elle le saisit avec une convulsion d'espérance, le porta à ses lèvres et y siffla de tout ce qui lui restait de force. Le sifflet rendit à son clair, aigu, perçant. « Qu'est-ce que cela ?» dit le prêtre. Presque au même instant,
Il se sentit enlevé par un bras vigoureux, la cellule était sombre, il ne put distinguer nettement qui le tenait ainsi. Mais il entendit des dents claquer de rage, et il y avait juste assez de lumière éparse dans l'ombre pour qu'il vît briller au-dessus de sa tête une large lame de coutelas. Le prêtre crut apercevoir la forme de Quasimodo. Il supposa que ce ne pouvait être que lui. Il se souvint d'avoir trébuché en entrant contre un paquet qui était étendu en travers de la porte en dehors. Cependant, comme le nouveau venu ne proférait pas une parole, il ne savait que croire. Il se jeta sur le bras qui tenait le coutelas en criant « Quasimodo !» Il oubliait en ce moment de détresse que Quasimodo était sourd. En un clin d'œil, le prêtre fut terrassé et sentit un genou de plomb s'appuyer sur sa poitrine. À l'empreinte anguleuse de ce genou, il reconnut Quasimodo. Mais que faire? Comment de son côté être reconnu de lui? La nuit faisait le sourd aveugle. Il était perdu. La jeune fille, sans pitié, comme une tigresse irritée, n'intervenait pas pour le sauver. Le coutelas se rapprochait de sa tête. Le moment était critique. Tout à coup, son adversaire parut pris d'une hésitation. « Pas de sang sur elle », dit-il d'une voix sourde. C'était en effet la voix de Quasimodo. Alors le prêtre sentit la grosse main qui le traînait par le pied hors de la cellule. C'est là qu'il devait mourir. Heureusement, pour lui, la lune venait de se lever depuis quelques instants. Quand ils eurent franchi la porte de la logette, son pâle rayon tomba sur la figure du prêtre. Quasimodo le regarda en face. Un tremblement le prit. Il lâcha le prêtre et recula. L'Égyptienne, qui s'était avancée sur le seuil de la cellule, vit avec surprise les rôles changer brusquement. C'était maintenant le prêtre qui menaçait, Quasimodo qui suppliait. Le prêtre, qui accablait le sourd de gestes de colère et de reproche, lui fit violemment signe de se retirer. Le sourd baissa la tête, puis il vint se mettre à genoux devant la porte de l'Égyptienne. « Monseigneur, dit-il d'une voix grave et résignée, vous ferez après ce qu'il vous plaira, mais tuez-moi d'abord. » En parlant ainsi, il présentait au prêtre son coutelas. Le prêtre, hors de lui, se jeta dessus, mais la jeune fille fut plus prompte que lui. Elle arracha le couteau des mains de Quasimodo et éclata de rire avec fureur. « Approche !» dit-elle au prêtre. Elle tenait la lame haute. Le prêtre demeura indécis. Elle l'eût certainement frappé. « Tu n'oserais plus approcher. Lâche !» lui cria-t-elle. Puis elle ajouta avec une expression impitoyable, et sachant bien qu'elle allait percer de 1000 fers rouges le cœur du prêtre. « Ah, je sais que Phébus n'est pas mort. » Le prêtre renversa Quasimodo à terre d'un coup de pied et se replongea en frémissant de rage sous la voûte de l'escalier. Quand il fut parti, Quasimodo ramassa le sifflet qui venait de sauver l'Égyptienne. Il se rouillait, dit-il en lui rendant. Puis, il la laissa seule. La jeune fille, bouleversée par cette scène violente, tomba épuisée sur son lit et se mit à pleurer à sanglots. Son horizon redevenait sinistre. De son côté, le prêtre était rentré à tâtons dans sa cellule. C'en était fait. Don Claude était jaloux de Quasimodo. Il répéta d'un air pensif sa fatale parole. Personne ne l'aura. Depuis que Pierre Gringoire avait vu comment toute cette affaire tournait, et que décidément il y aurait cordes, pendaisons et autres désagréments pour les personnages principaux de cette comédie, il ne s'était plus soucié de s'en mêler. Les truands, parmi lesquels il était resté considérant qu'en dernier résultat c'était la meilleure compagnie de Paris, les truands avaient continué de s'intéresser à l'Égyptienne. Il avait trouvé cela fort simple de la part de gens qui n'avaient comme elle d'autres perspectives que Charmolue et Torterue et qui ne chevauchaient pas comme lui dans les régions imaginaires entre les deux ailes de Pégasus. Il avait appris par leurs propos que son épousé au pot cassé s'était réfugié dans Notre-Dame et il en était bien aise. Mais il n'avait pas même la tentation d'y aller voir. Il songeait quelquefois à la petite chèvre et c'était tout. Du reste, le jour, il faisait des tours de force pour vivre et la nuit, il élucubrait un mémoire contre l'évêque de Paris car il se souvenait d'avoir été inondé par les roues de ses moulins et il lui en gardait rancune.
Il s'occupait aussi de commenter le bel ouvrage de Baudry le Rouge, évêque de Noyon et de Tournai, De Cupa Petrarum, de la coupe des pierres, ce qui lui avait donné un goût violent pour l'architecture. Penchant qui avait remplacé dans son cœur sa passion pour l'hermétisme, dont il n'était d'ailleurs qu'un corollaire naturel, puisqu'il y a un lien intime entre l'hermétique et la maçonnerie. Gringoire avait passé de l'amour d'une idée à l'amour de la forme de cette idée. Un jour, il s'était arrêté près de Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'angle d'un logis qu'on appelait le Fort-l'Évêque, lequel faisait face à un autre qu'on appelait le Fort-le-Roi. Il y avait à ce Fort-l'Évêque une charmante chapelle du XIVe siècle dont le chevet donnait sur la rue. Gringoire en examinait dévotement les sculptures extérieures. Il était dans un de ces moments de jouissance égoïste, exclusive, suprême, où l'artiste ne voit dans le monde que l'art et voit le monde dans l'art. Tout à coup, il sent une main se poser gravement sur son épaule. Il se retourne. C'était son ancien ami, son ancien maître, Monsieur l'archidiacre. Il resta stupéfait. Il y avait longtemps qu'il n'avait vu l'archidiacre, et Don Claude était un de ces hommes solennels et passionnés dont la rencontre dérange toujours l'équilibre d'un philosophe sceptique. L'archidiacre garda quelques instants un silence pendant lequel Gringoire eut le loisir de l'observer. Il trouva Don Claude bien changé, pâle, comme un matin d'hiver, les yeux caves, les cheveux presque blancs. Ce fut le prêtre qui rompit encore le silence en disant d'un ton tranquille mais glacial: « Comment vous portez-vous, maître Pierre ?» « Ma santé ?» répondit Gringoire. « Eh, on en peut dire ceci et cela. Toutefois, l'ensemble est bon. Je ne prends trop de rien. Vous savez, maître, le secret de se bien porter, selon Hippocrate, c'est que mets, boisson, sommeil, amour, tout soit modéré. » « Vous n'avez donc aucun souci, maître Pierre ?» reprit l'archidiacre en regardant fixement Gringoire. « Ma foi, non. » Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Vous écoutez les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Et que faites-vous maintenant ? Vous le voyez, mon maître ? J'examine la coupe de ces pierres et la façon dont est fouillé ce bas-relief. Le prêtre se mit à sourire. Et ce sourire amer qui ne relève qu'une des extrémités de la bouche. « Et cela vous amuse ? C'est le paradis !» s'écria Gringoire. Et se penchant sur les sculptures, avec la mine éblouie d'un démonstrateur de phénomènes vivants. « Est-ce donc que vous ne me trouvez pas, par exemple, cette métamorphose de basse-taille exécutée avec beaucoup d'adresse, de milliardise et de patience ? Regardez cette colonnette. Autour de quel chapiteau avez-vous vu feuilles plus tendres et mieux caressées du ciseau ? Voici 3 rondes de bosses de Jean Malvin. Ce ne sont pas les plus belles œuvres de ce grand génie. Néanmoins, la naïveté, la douceur des visages, la gaieté des attitudes et des draperies, et cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous les défauts, rendent les figurines bien égayées et bien délicates. Peut-être même trop. Vous trouvez que ce n'est pas divertissant ? Si fait, dit le prêtre. Et si vous voyez l'intérieur de la chapelle, reprit le poète avec son enthousiasme bavard. Partout des sculptures, c'est touffu comme un cœur de chou. L'abside est d'une façon fort dévote et si particulière que je n'ai rien vu de même ailleurs. Don Claude l'interrompit. Vous êtes donc heureux ? Gringoire répondit avec feu. En honneur, oui. J'ai d'abord aimé des femmes, puis des bêtes. Maintenant, j'aime des pierres. C'est tout aussi amusant que les bêtes et les femmes. Et c'est moins perfide. Le prêtre mit sa main sur son front. C'était son geste habituel. En vérité. Tenez, dit Gringoire, on a des jouissances. Il prit le bras du prêtre qui se laissait aller et le fit entrer sous la tourelle de l'escalier du Fort-l'Évêque. Voilà un escalier. Chaque fois que je le vois, je suis heureux. C'est le degré de la manière la plus simple et la plus rare de Paris. Toutes les marches sont par-dessous délabrées, délardées. Sa beauté et sa simplicité consistent dans les girons de l'une et de l'autre, portant un pied ou environ, qui sont entrelacés, enclavés, emboîtés, enchaînés, enchâssés, entretaillés l'un dans l'autre, et s'entremordent d'une façon vraiment ferme et gentille.
Et vous ne désirez rien? Non. Et vous ne regrettez rien? Ni regret ni désir. J'ai arrangé ma vie. Ce qu'arrangent les hommes, dit Claude, les choses le dérangent. Je suis un philosophe pyrrhonien, répondit Gringoire. Et je tiens tout en équilibre. Et comment la gagnez-vous, votre vie? Je fais encore ça et là des épopées et des tragédies. Mais ce qui me rapporte le plus, c'est l'industrie que vous me connaissez, mon maître. Porter des pyramides de chaises sur mes dents. Le métier est grossier pour un philosophe. C'est encore de l'équilibre, dit Gringoire. Quand on en a une pensée, on la retrouve en tout. Je le sais, répondit l'archidiacre. Après un silence, le prêtre reprit. Vous êtes néanmoins assez misérable. Misérable, oui. Malheureux, non. En ce moment, un bruit de chevaux se fit entendre, et nos deux interlocuteurs virent défiler au bout de la rue une compagnie des archers de l'ordonnance du roi, des lances hautes, l'officier en tête. La cavalcade était brillante et résonnait sur le pavé. Comme vous regardez cet officier, dit Gringoire à l'archidiacre, c'est que je crois le reconnaître. Comment le nommez-vous? Je crois, dit Claude, qu'il s'appelle Phébus de Châteaupers. Phébus? Un nom de curiosité. Il y a aussi Phébus, comte de Foix. J'ai souvenir d'avoir connu une fille qui ne jurait que par Phébus. Venez-vous-en, dit le prêtre. J'ai quelque chose à vous dire. Depuis le passage de cette troupe, quelque agitation perçait sous l'enveloppe glaciale de l'archidiacre. Il se mit à marcher. Gringoire le suivait, habitué à lui obéir, comme tout ce qui avait approché une fois cet homme plein d'ascendant. Ils arrivèrent en silence jusqu'à la rue des Bernardins, qui était assez déserte, dont Claude s'y arrêta. « Qu'avez-vous à me dire, mon maître ?» lui demanda un Gringoire. « Est-ce que vous ne trouvez pas, répondit l'archidiacre d'un air de profonde réflexion, que l'habit de ces cavaliers que nous venons de voir est plus beau que le vôtre et que le mien ?» Gringoire hocha la tête. « Ma foi, j'aime mieux ma gonelle jaune et rouge que ces écailles de fer et d'acier. Beau plaisir de faire en marchant le même bruit que le quai de la ferraille par un tremblement de terre. Donc, Gringoire, vous n'avez jamais porté envie à ces beaux fils en hoquetons de guerre? Envie de quoi, monsieur l'archidiacre? De leur force, de leur armure, de leur discipline? Mieux valent la philosophie et l'indépendance en guenilles. J'aime mieux être tête de mouche que de lion. Cela est singulier, dit le prêtre rêveur. Une belle livrée est pourtant belle. Gringoire, le voyant pensif, le quitta pour aller admirer le porche d'une maison voisine. Il revint en frappant des mains. Si vous étiez moins occupé des beaux habits des gens de guerre, monsieur l'archidiacre, je vous prierais d'aller voir cette porte. Je l'ai toujours dit, la maison du sieur Aubry a une entrée la plus superbe du monde. Pierre Gringoire, dit l'archidiacre, qu'avez-vous fait de cette petite danseuse égyptienne? La Esmeralda? Vous changez bien brusquement de conversation. N'était-elle pas votre femme? Oui, au moyen d'une cruche cassée. Nous en avions pour 4 ans. À propos, ajouta Gringoire en regardant l'archidiacre d'un air à demi goguenard, vous y pensez donc toujours? Et vous? Vous n'y pensez plus? Peu. J'ai tant de choses. Mon Dieu, que la petite chèvre était jolie. Cette bohémienne ne vous avait-elle pas sauvé la vie? C'est par Dieu vrai? Eh bien, qu'est-elle devenue? Qu'en avez-vous fait? Je ne vous dirai pas. Je crois qu'ils l'ont pendue. Vous croyez? Je ne suis pas sûre. Quand j'ai vu qu'ils voulaient pendre les gens, je me suis retirée du jeu. C'est là tout ce que vous en savez? Attendez donc. On m'a dit qu'elle s'était réfugiée dans Notre-Dame et qu'elle y était en sûreté. Et j'en suis ravie. Et je n'ai pu découvrir si la chèvre s'était sauvée avec elle, et c'est tout ce que j'en sais. Je vais vous en apprendre davantage, cria donc Claude, et sa voix, jusqu'alors basse, lente et presque sourde, était devenue tonnante. Elle est en effet réfugiée dans Notre-Dame, mais dans 3 jours la justice l'y reprendra, et elle sera pendue en grève. Il y a arrêt du Parlement. Voilà qui est fâcheux, dit Gringoire. Le prêtre, en un clin d'œil, était redevenu froid et calme. Et qui diable, reprit le poète, s'est donc amusé à solliciter un arrêt de réintégration? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser le Parlement tranquille? Qu'est-ce que cela fait qu'une pauvre fille s'abrite sous les arcs boutants de Notre-Dame à côté des nids d'hirondelles? Il y a des satans dans le monde, répondit l'archidiacre. Cela est diablement mal émanché.
observa Gringoire. L'archidiacre reprit après un silence. Donc, elle vous a sauvé la vie ? Chez mes bons amis les truandiers. Un peu plus, un peu moins, j'ai été pendu. Il en serait fâché aujourd'hui. Est-ce que vous ne voulez rien faire pour elle ? Je ne demande pas mieux, donc Claude. Mais si je vais m'entortiller une vilaine affaire autour du corps, qu'importe. Bah, qu'importe. Vous êtes bon, vous, mon maître. J'ai de grands ouvrages commencés. Le prêtre se frappa le front. Malgré le calme qu'il affectait, de temps en temps, un geste violent révélait ses convulsions intérieures. Comment la sauver ? Gringoire lui dit. Mon maître, je vous répondrai. Il padelt, ce qui veut dire en turc, Dieu est notre espérance. Comment la sauver ? Répéta Claude Rêveur. Gringoire à son tour se frappa le front. Écoutez mon maître, j'ai de l'imagination, je vais vous trouver des expédients. Si on demandait la grâce au roi, à Louis XI, une grâce ? Pourquoi pas ? Apprendre son os au tigre. Gringoire se mit à chercher de nouvelles solutions. Eh bien, tenez, voulez-vous que j'adresse aux matrones une requête avec déclaration que la fille est enceinte ? Cela fit étinceler la creuse prunelle du prêtre. Enceinte ? Drôle. Est-ce que tu en sais quelque chose ? Gringoire fut effrayé de son air. Il se hâta de dire « Oh, non pas moi. Notre mariage était un vrai mariage fait avec ceux du dehors. Je suis resté dehors, mais enfin, on obtiendrait un sursis. Folie, infamie, tais-toi. Vous avez tort de vous fâcher, grommela Gringoire. On obtient un sursis, cela ne fait de mal à personne, et cela fait gagner 40 deniers parisis aux matrones, qui sont de pauvres femmes. Le prêtre ne l'écoutait pas. Il faut pourtant qu'elle sorte de là, murmura-t-il. L'arrêt est exécutoire sous 3 jours. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'arrêt, ce Quasimodo. Les femmes ont des goûts bien dépravés. Il haussa la voix. Maître Pierre, j'y ai bien réfléchi. Il n'y a qu'un moyen de salut pour elle. Lequel ? Moi, je n'en vois plus. Écoutez, Maître Pierre, souvenez-vous que vous lui devez la vie. Je vais vous dire franchement mon idée. L'église est guettée jour et nuit. On n'en laisse sortir que ceux qu'on y a vus entrer. Vous pourrez donc entrer, vous viendrez, je vous introduirai près d'elle. Vous changerez d'habit avec elle. Elle prendra votre pourpoint. Vous prendrez sa jupe. Cela va bien jusqu'à présent, observa le philosophe. Et puis, elle sortira avec vos habits. Vous resterez avec les siens. On vous pendra peut-être, mais elle sera sauvée. Gringoire se gratta l'oreille avec un air très sérieux. Tiens, dit-il, voilà une idée qui ne me serait jamais venue toute seule. À la proposition inattendue de Don Claude, la figure ouverte et bénigne du poète s'était brusquement rembrunie, comme un riant paysage d'Italie quand il survient un coup de vent malencontreux qui écrase un nuage sur le soleil. Eh bien, Gringoire, que dites-vous du moyen ? Je dis, mon maître, qu'on ne me prendra pas peut-être, mais qu'on m'en pendra indubitablement. Cela ne vous regarde pas. La peste, dit Gringoire. Elle vous a sauvé la vie. C'est une dette que vous payez. Il y en a bien d'autres que je ne paie pas. Maître Pierre, il faut absolument. L'archidiacre parlait avec empire. Écoutez donc, Claude, répondit le poète tout consterné. Vous tenez à cette idée et vous avez tort. Je ne vois pas pourquoi je me ferais pendre à la place d'un autre. Qu'avez-vous donc tant qui vous attache à la vie ? Ah, 1000 raisons. Lesquelles, s'il vous plaît ? Lesquelles ? L'air, le ciel, le matin, le soir, le clair de lune, mes bons amis les truands, nos gorges chaudes, avec les vilotières, les belles architectures de Paris à étudier, trois gros livres à faire, dont un contre l'évêque et ses moulins, que sais-je, moi. Anaxagoras disait qu'il était au monde pour admirer le soleil. Et puis, j'ai le bonheur de passer toutes mes journées du matin au soir avec un homme de génie qui est moi, et c'est fort agréable. Tête à faire un grelot, grommela l'archidiacre. Eh, parle, cette vie que tu te fais si charmante, qui te l'a conservée ? À qui dois-tu de respirer cet air, de voir ce ciel, et de pouvoir encore amuser ton esprit d'alouettes, de billes vesées et de folie ? Sans elle, où serais-tu ? Tu veux donc qu'elle meure ? Elle part, qui tu es vivant ? Qu'elle meure, cette créature ? Belle, douce, adorable, nécessaire à la lumière du monde, plus divine que Dieu,
Tandis que toi, demi-sage et demi-fou, veine ébauche de quelque chose, espèce de végétal qui croit marcher et qui croit penser, tu continueras à vivre avec la vie que tu lui as volée, aussi inutile qu'une chandelle en plein midi. Allons, un peu de pitié. Gringoire, sois généreux à ton tour. C'est elle qui a commencé. Le prêtre était véhément. Gringoire l'écouta d'abord avec un air indéterminé, puis il s'attendrit et finit par faire une grimace tragique qui fit ressembler sa blême figure à celle d'un nouveau-né qui a la colique. « Vous êtes pathétique, dit-il en essuyant une larme. Eh bien, j'y réfléchirai. C'est une drôle d'idée que vous avez eue là. Après tout, poursuivit-il après un silence, qui sait, peut-être ne me pendront-ils pas ? N'épouse pas toujours qui fiance. Quand ils me trouveront dans cette logette, si grotesquement affublée, en jupe et en coiffe, peut-être éclateront-ils de rire. Et puis, s'ils me pendent, eh bien, la corde, c'est une mort comme une autre. Ou, pour mieux dire, ce n'est pas une mort comme une autre. C'est une mort digne du sage qui a oscillé toute sa vie. Une mort qui n'est ni chair ni poisson. Comme l'esprit du véritable sceptique, une mort toute empreinte de pyrrhonisme et d'hésitation, qui tient le milieu entre le ciel et la terre, qui vous laisse en suspens. C'est une mort de philosophe, et j'y étais prédestiné peut-être. Il est magnifique de mourir quand on a vécu. Le prêtre l'interrompit. Est-ce convenu ? Qu'est-ce que la mort à tout prendre ? Poursuivit Gringoire avec exaltation. Un mauvais moment, un péage, le passage de peu de choses à rien. Quelqu'un ayant demandé à Cercidas, mégalopolitain, s'il mourait volontiers. Pourquoi non, répondit-il, car après ma mort je verrai ces grands hommes. Pythagoras entre les philosophes, Hécataeus entre les historiens, Homère entre les poètes, Olympe entre les musiciens. L'archidiacre lui présenta la main. Donc c'est dit, vous viendrez demain ? Ce geste ramena Gringoire au positif. Ah, ma foi non, dit-il du ton d'un homme qui se réveille. Être pendu, c'est trop absurde. Je ne veux pas. Adieu alors. Et l'archidiacre ajouta entre ses dents. Je te trouverai. Je ne veux pas que ce diable d'homme me trouve, pensa Gringoire, et il courut après Don Claude. Tenez, monsieur l'archidiacre, pas d'humeur entre vieux amis. Vous vous intéressez à cette fille, à ma femme, veux-je dire ? C'est bien. Les nuits de Léa, c'est seulement sur Vibration. Vibrons ensemble. Vibration, les nuits de Léa. Vibration, vibrons ensemble. Vous avez imaginé un stratagème pour la faire sortir sauve de Notre-Dame. Mais votre moyen est extrêmement désagréable pour moi, Gringoire. Si j'en avais un autre, moi, je vous préviens qu'il vient de me survenir à l'instant une inspiration très lumineuse. Si j'avais une idée expédiente pour la tirer du mauvais pas, sans compromettre mon cou avec le moindre nœud coulant, qu'est-ce que vous diriez ? Cela ne vous suffirait-il point ? Est-il absolument nécessaire que je sois pendu pour que vous soyez content ? Le prêtre arrachait d'impatience les boutons de sa soutane. Ruisseau de paroles. Quel est ton moyen ? Oui, reprit Gringoire, se parlant à lui-même et touchant son nez avec son index en signe de méditation. C'est cela. Les truands sont de braves fils. La tribu d'Égypte l'aime. Ils se lèveront au premier mot. Rien de plus facile. Un coup de main, à la faveur du désordre, on l'enlèvera aisément. Dès demain soir, ils ne demanderont pas mieux. Le moyen parle, dit le prêtre en le secouant. Gringoire se tourna majestueusement vers lui. Laissez-moi donc. Vous voyez bien que je compose. Il réfléchit encore quelques instants. Puis il se mit à battre des mains à sa pensée en criant. Admirable, réussite sûre. Le moyen, reprit Claude en colère. Gringoire était radieux. Venez que je vous dise cela tout bas. C'est une contremine vraiment gaillarde et qui nous tire tous d'affaire, par Dieu. Il faut convenir que je ne suis pas un imbécile. Il s'interrompit. Ah ça, la petite chèvre est-elle avec la fille ? Oui, que le diable t'emporte. C'est qu'il l'aurait pendue aussi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela me fait ? Oui, il l'aurait pendue. Ils ont bien pendu une truie le mois passé. Le bourrel aime ça. Il mange la bête après. Pendre ma jolie Djali, pauvre petit agneau. Malédiction, s'écria Don Claude.
Le bourreau, c'est toi. Quel moyen de salut as-tu donc trouvé? Drôle. Faudra-t-il t'accoucher ton idée avec le forceps? Tout beau, maître. Voici. Gringoire se pencha à l'oreille de l'archidiacre et lui parla très bas, en jetant un regard inquiet d'un bout à l'autre de la rue où il ne passait pourtant personne. Quand il eut fini, Don Claude lui prit la main et lui dit froidement: « C'est bon, à demain. »« À demain, » répéta Gringoire. Et tandis que l'archidiacre s'éloignait d'un côté, il s'en alla de l'autre en se disant à demi-voix: « Voilà une fière affaire, monsieur Pierre Gringoire. N'importe. Il n'est pas dit parce qu'on est petit qu'on s'effraiera d'une grande entreprise. » Biton porta un grand taureau sur ses épaules, les hochequeux, les fauvettes et les taquets traversent l'océan. L'archidiacre, en rentrant au cloître, trouva à la porte de sa cellule son frère Jean du Moulin, qui l'attendait et qui avait charmé les ennuis de l'attente en dessinant avec un charbon sur le mur un profil de son frère aîné enrichi d'un nez démesuré. Don Claude regarda à peine son frère. Il avait d'autres songes. Ce joyeux visage de vaurien dont le rayonnement avait tant de fois rassénéré la sombre physionomie du prêtre était maintenant impuissant à fondre la brume qui s'épaississait chaque jour davantage sur cette âme corrompue, méphitique et stagnante. « Mon frère, dit timidement Jean, je viens vous voir. » L'archidiacre ne leva seulement pas les yeux sur lui. Après, « Mon frère, reprit l'hypocrite, vous êtes si bon pour moi, et vous me donnez de si bons conseils que je reviens toujours à vous. Ensuite, hélas, mon frère, c'est que vous aviez bien raison quand vous me disiez Jean, Jean. La doctrine des docteurs, la discipline des disciples se perdent. Jean, soyez sage. Jean, docteur Jean, ne pernoctez pas hors le collège sans légitime et congé du maître. Ne battez pas les Picards, Noli, Joanne, Verbarare, Picardos. Ne pourrissez pas comme un âne illettré, quasi asinus, illiteratus, sur le feur de l'école. Jean, laissez-vous punir à la discrétion du maître. Jean, allez tous les soirs à la chapelle et chantez-y une antienne avec verset et oraison à Madame la glorieuse Vierge Marie. Hélas, que c'était là de très excellents avis. Et puis, mon frère, vous voyez un coupable, un criminel, un misérable, un libertin, un homme énorme. Mon cher frère, Jean a fait de vos gracieux conseils paille et fumier à fouler aux pieds. J'en suis bien châtié, et le bon Dieu est extraordinairement juste. Tant que j'ai eu de l'argent, j'ai fait ripaille, folie et vie joyeuse. Oh, que la débauche, si charmante de face, laide et rechignée par derrière. Maintenant, je n'ai plus un blanc. J'ai vendu ma nappe, ma chemise et ma toile. Plus de joyeuse vie. La belle chandelle est éteinte, et je n'ai plus que la vilaine mèche de suif qui me fume dans le nez. Les filles se moquent de moi. Je bois de l'eau. Je suis bourrelé de remords et de créanciers. Le reste, dit l'archidiacre. Hélas, très cher frère, je voudrais bien me ranger à une meilleure vie. Je viens à vous, plein de contrition. Je suis pénitent. Je me confesse. Je me frappe la poitrine à grands coups de poing. Vous avez bien raison de vouloir que je devienne un jour licencié sous-moniteur du collège de Torchy. Voici que je me sens à présent une vocation magnifique pour cet état. Mais je n'ai plus d'encre,